Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours assez étrange de s'exprimer à une caméra, mais j'imagine que vous êtes toutes et tous bien attentifs sur cette super table ronde qui nous attend. On a la chance aujourd'hui de pouvoir compter sur un mix digital et physique, puisqu'on a Caroline qui est connectée, que vous devez voir à l'écran, normalement. Nous, ça fonctionne très bien. Et autour de la table, nous avons Noé de chez Raise Sherpa, qui est directeur de la partie Raise Sherpa, qui va nous expliquer un peu tout ce qu'il fait. Maurice, qui est le correspondant national des startups auprès de Banque de France, donc, qui organise ce bel événement aujourd'hui, qui co-organise. Et Marc, qui est directeur général chez BioSerenity, une startup du French Tech 120, même Next 40, je crois, qui va nous parler un peu de retour d'expérience autour de ce thème qui est dans la continuité de la première conférence sur laquelle on a pu assister, et Caroline, qui est en ligne aujourd'hui et qui va nous parler de l'expérience bancaire, puisque chez BPCE, vous avez un gros soutien à l'innovation et aux entrepreneurs. Donc on a la chance d'avoir un panel très divers. Il nous manquerait que la BPI, on va dire, hein, pour compléter le panorama des sources de financement pour les entrepreneurs, qui fait la continuité de la première table ronde, comme je le disais, puisqu'il y avait BPI France. On va pouvoir en discuter puisque vous, toutes et tous, vous co-travaillez aussi beaucoup avec BPI France. Aujourd'hui, on est dans un écosystème qui est en très forte croissance, comme on l'a dit, aussi bien sur le seed, on a de multiples intervenants, et depuis une grosse année, voire 2 ans, sur la croissance des startups. L'enjeu n'est plus à la démocratisation de l'entrepreneuriat, mais à la croissance et à l'internationalisation de nos pépites. Et pour cela, il y a évidemment les initiatives de la French Tech, du gouvernement, le soutien d'accompagnateurs comme BPI France, la Banque de France, etc., qui se mettent en musique autour de l'écosystème, et un très fort soutien également du capital risque, puisqu'on a atteint cette année un record dans le capital risque. Vous pouvez retrouver d'ailleurs chez Eldorado, que je dirige, une étude complète sur l'investissement en 2020 fait dans la tech, qui nous donne quelques visions assez intéressantes. La première est que malgré la crise et malgré cette année assez exceptionnelle à plein d'égards, eh bien, elle a été exceptionnelle positivement aussi pour l'écosystème startup, qui n'est pas un écosystème qui a subi énormément l'impact du Covid, mais qui a pu être très résilient, notamment en termes de montants investis, puisque c'est en croissance. Et puis ces montants sont de plus en plus importants. Donc on va en parler aussi aujourd'hui avec les interlocuteurs autour de la table, puisque nous avons, et puis je précise d'ailleurs pour excuser Brega, puisque nous avons une absente de dernière minute, mais on va essayer de combler le rôle du venture capital dans le cadre de cette table ronde. Donc ce que je disais, oui, la croissance, aussi bien en termes de montants investis, et aussi en termes de séries d'investissements, puisqu'on voit que l'écosystème se tire vers le haut. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'investissements qui sont réalisés après des séries d'investissements, donc les séries A, séries B. Les montants investis sont de plus en plus importants. Et c'est de cette manière, c'est tiré par justement l'écosystème du venture capital, où on a de plus en plus de fonds d'investissement qui lèvent des fonds. Rien qu'en ce début d'année, on a 5 à 6 grosses levées de fonds d'investissement. Le soutien très remarqué de la BPI. Et puis l'année dernière, une année spéciale, on ne va pas parler que de ça, mais les prêts garantis État et le soutien du gouvernement dans cette période exceptionnelle a permis aussi de montrer une certaine résilience dans l'écosystème des entreprises qui sont plus en croissance. Donc aujourd'hui, là, on ne va pas parler des startups seed et de l'amorçage, du démarrage de l'activité. On va se positionner pour une entreprise qui a trouvé ce qu'on appelle son product market fit, donc qui a fait sa vraie preuve de concept, qui connaît et commence à connaître son marché et qui a besoin de financement pour accélérer. Pour soit accélérer à l'international, soit structurer encore plus son équipe, élargir son produit ou son service à de nouvelles perspectives et à de nouveaux marchés. Et pour cela, les startups à ce stade ont aussi la chance de compter sur un écosystème très complet en termes de financement, aussi bien bancaire que non dilutif, que du venture capital et de l'investissement évidemment, qui se structure de plus en plus, qui devient de plus en plus mature, mais qui est encore un peu une jungle. C'est-à-dire qu'on pose la question à des entrepreneurs sur justement comment comprendre les premiers éléments et les différents interlocuteurs à aller chercher. On va essayer de vous donner un maximum de conseils.
Et peut-être qu'on peut commencer par vous, Caroline. Cette année, comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on est encore dans l'incertitude, hein, puisque hier, nous avons encore de nouvelles mesures restrictives et on ne sait pas encore comment on va s'en sortir. Comment on fait ce métier depuis un an et comment on se positionne sur l'avenir de l'écosystème et de l'accompagnement des startups chez BPCE? Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Simplement, pour repositionner le sujet, c'est vrai que la filière néo-business, qui est la filière innovation des caisses d'épargne, et tous nos confrères d'ailleurs, puisque nous sommes de nombreux banquiers, comme ça a été dit précédemment, enfin l'autre table ronde, qui intervenons, on a vécu une année incroyable. J'ai envie de dire à la fois complexe parce que tout s'est géré à distance, dans l'urgence, mais avec quand même de très très nombreux moyens mis à disposition de nos entreprises innovantes qui ont su être éligibles à l'ensemble quasiment des dispositifs que l'État a proposés et dont les banques se sont emparées et qu'elles ont déployés pendant la période, on va dire, compliquée que nous avons vécue. Sur les entreprises innovantes, le fait marquant, c'est que plus que jamais, les banquiers ont joué un rôle, puisqu'il y a eu évidemment le prêt garanti par l'État, mais pas que. Hein. Toutes les activités classiques de la banque se sont mises en marche, puisque dans le scénario qui est le nôtre sur cette table ronde, on adresse les entreprises qui ont déjà franchi les étapes de démarrage et qui sont dans des phases de développement business et donc avec des besoins qui commencent à être beaucoup plus conséquents. Hein. Les financements européens ont été maintenus puisque le groupe BPCE dispense notamment tous les financements attachés au Fonds européen d'investissement et déploiera encore en 2021 des enveloppes garanties par l'Europe. Mais on est aussi intervenu sur des projets industriels. On a poursuivi l'accompagnement de nos scale-up dans leur dimension de développement. Les banquiers, avec l'appui d'ailleurs de BPI, ont pu aussi utiliser toute la panoplie à l'international, puisque l'international étant particulièrement chahuté en l'absence de capacité de déplacement, il a fallu être encore plus agile. Le crédit impôt recherche aussi d'ailleurs a été un autre levier. Et enfin, ça ne nous a absolument pas arrêtés. Adrien, dans tout ce qui était accompagnement haut de bilan, on a eu des levées records, ça a été dit en introduction. On a pu opérer des opérations un peu de bridge, même si les outils de l'État n'étaient pas ceux qui ont été utilisés sur ces opérations-là. Et on a aussi continué à accompagner les opérations d'introduction en bourse qui étaient initiées. Donc, j'ai envie de dire une année d'une intensité rare, mais d'un niveau de relation, en tout cas, avec nos entreprises innovantes qui a été exceptionnel, aussi bien, bien évidemment, à Paris, mais aussi en région, puisque j'ai la chance de représenter la région Rhône-Alpes aujourd'hui autour de la table. Merci, c'est très clair. Et puis, on peut tout de suite passer avec toi, Noé, sur justement cette intervention bancaire qui a été exceptionnelle cette année. Toi, tu diriges une activité qui est assez spéciale dans l'écosystème. C'est un peu un ovni. Ray Sherpa, tu vas nous dire un peu comment ça fonctionne, le financement. Mais du coup, ça a aussi impacté cette activité de financement non dilutif par des acteurs comme Raise. Comment tu as vécu cette année et comment tu comptes faire cette année pour cette nouvelle année 2021 pour continuer à accompagner les startups? Déjà, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie les équipes de la French Tech et de la Banque de France. Effectivement, donc moi je co-dirige une activité qui s'appelle Raise Sherpa. On fait partie du groupe Raise et nous on se définit comme un accélérateur philanthropique. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On propose des programmes de financement et d'accompagnement 100% gratuits avec quelques particularités. On ne cible que le post-amorçage. Donc c'est l'objet de la table ronde aujourd'hui. Donc on va accompagner des boîtes ou des startups qui ont déjà effectivement trouvé leur marché, déjà constitué une équipe et qui ont déjà des premières preuves de traction. Concernant le financement, nous on va se focaliser sur le financement non dilutif et aujourd'hui on propose notamment 2 produits de financement qui sont un prêt de 100 000 euros à taux zéro qu'on prête à l'entreprise et là-dessus on est quasiment les seuls à pouvoir le faire. Et 2, on a aussi un dispositif de venture loan. En français, c'est des prêts participatifs. Où là, on va aller financer donc des scale-up qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires pour des montants qui vont jusqu'à 500 000 euros. Et puis ensuite, on a toute une série de programmes d'accompagnement qui sont gratuits, pro bono pour les entrepreneurs. Voilà pour résumer l'activité de Raise Sherpa en 2 mots.
Et ensuite, pour répondre à la question de comment on a vécu l'année et comment on entrevoit la suite, nous, c'est vrai qu'on a vu le financement non dilutif se démocratiser auprès des entrepreneurs. Nous, pré-Covid, il y avait encore beaucoup d'entreprises qui passaient la phase de seed ou même la série A n'avaient pas forcément le réflexe d'aller chercher des fonds en non dilutif auprès des banques hors BPI. C'est vrai que le Covid a un peu démocratisé cet accès et nous, on le voit comme un signal positif. Après, je pense qu'il y a quand même quelques warnings, notamment avec le PGE, parce que ça peut créer aussi du surendettement. Et puis, il faut bien prendre en compte que ce n'est pas non plus comme une levée de fonds et que ce n'est pas non plus censé être des dépenses d'investissement lourdes qu'il faut réaliser avec ces PGE. Donc ça, on a eu des sujets avec quelques entrepreneurs. Et puis, nous, pour la suite, moi, je salue aussi les efforts qui ont été faits de l'État et de l'écosystème. Je pense qu'on est le premier pays en Europe qui a, en termes d'aide distribuée, devant même le UK et devant l'Allemagne. Donc ça a été un effort que nous, on a vraiment salué. Et moi, ce que je vois pour la suite, et ce que je juge comme hyper bénéfique, c'est que je pense que de plus en plus d'entrepreneurs vont prendre conscience que maintenant, on peut coupler du financement dilutif et du non dilutif. J'imagine qu'il va y avoir aussi une continuité avec le plan de prêt participatif de l'État, qui va être intéressant et qui va être complémentaire au PGE, voire qui va en assurer la continuité, comme je le disais. Donc voilà, donc nous, on est assez serein sur cette partie-là. Et en tout cas, pour notre activité, ça n'a pas non plus changé grand-chose, puisque ça a amené un peu plus de deal flow et de plus en plus d'entrepreneurs qui voulaient venir chercher du financement chez nous. Super intéressant. Si, avant de passer la parole à Maurice, si je peux donner une petite vision aussi sur la partie fonds d'investissement, puisque cette appréciation des startups qui viennent après cette année spécifique et qui lèvent des fonds, puisque l'activité de venture ne s'est pas effondrée. Au contraire, il y a une accélération du nombre de fonds créés, des disponibilités, des financements qui existent. C'est que c'est le rôle de l'entrepreneur qui a peut-être un petit peu plus évolué. C'est pas parce qu'il y a plus d'argent qu'il est plus facile d'en obtenir. Au contraire, les critères de sélection sont un peu plus drastiques. L'analyse, plus on cherche d'argent, plus l'analyse est restreinte parmi les fonds d'investissement, où on va regarder évidemment les fondamentaux, comme l'équipe dirigeante, la complémentarité, les premières recrues, le marché, les indicateurs de performance, de vente, de croissance, etc. Mais plus on va aller dans les tours de table, plus on va chercher à voir aussi dans les capacités des entrepreneurs, et Marc peut-être fera un relais dessus, mais la capacité aux entrepreneurs à avoir une bonne gestion. Donc avoir dans cet écosystème du capital risque, il faut avoir une vision, évidemment, une ambition très forte, mais il faut de plus en plus avoir une bonne gestion. En témoigne la crise qu'on a connue, qui a été sans précédent à plusieurs égards, où les fonds d'investissement s'attendent à ce que les entrepreneurs agissent vite, sachent lire leurs éléments financiers, leur documentation financière, pour pouvoir justement accélérer et trouver les bons relais de financement adaptés. Et surtout, ce qu'attendent les investisseurs en venture, c'est de montrer et de démontrer que les entrepreneurs sachent mettre l'argent au travail, comme on dit, qu'elle soit du non dilutif, du bancaire ou de la levée de fonds, évidemment, puisque c'est de leur argent dont on parle. C'est de mettre cet argent au service de la croissance, donc de savoir comment on dépense l'argent, on revient sur la bonne gestion, et du coup de maîtriser aussi son endettement. Peut-être que Maurice, justement, tu peux nous partager sur la vision qu'il y a eu cette année sur la Banque de France. Je sais que vous travaillez sur une étude, etc., sur l'utilisation des PGE, le taux d'incidence qui peut peut-être augmenter, sur la capacité de remboursement des startups. Quelle est ta vision sur toi, sur justement ce qui s'est passé et sur ce niveau de financement, un record bancaire qu'il y a eu de votre côté? Oui, effectivement, merci Adrien. Très particulier évidemment cette année 2020, dont on voudrait d'abord souligner la très forte mobilisation de tous, d'abord l'État dans des plans de soutien pas que pour les startups, mais aussi aux startups. Ça a été une mobilisation très forte de l'ensemble des banques. Au final, sur l'année 2020, c'est un peu plus de 130 milliards d'euros de PGE sur une enveloppe qui est encore beaucoup plus large. On a plus de 630 000 dossiers qui ont été examinés sur des temps records et dans un contexte que l'on sait où les banques, les gens étaient chez eux, ils travaillaient avec les enfants et ils essayaient de monter des PGE. Donc on a eu ça dans un premier temps, on a eu ensuite les plans de soutien qui ont été annoncés. On a eu une période où on a beaucoup conseillé d'abord de gérer la trésorerie
Et donc la stratégie, quand il n'y a pas de visibilité ou de perspective, c'était de se dire je fais tout pour préserver ma trésorerie et je mets en place les plans de soutien. Donc on a observé ça sur cette année 2020. Ce qui s'est ensuite mis en place avec les PGE, c'est que nous, on a vu arriver des difficultés dans l'obtention du PGE, puisqu'on travaillait aussi sur des dossiers en médiation du crédit. Et la médiation du crédit, on est passé de 1000 à 10 000 dossiers sur une année, sur cette année 2020, donc très forte mobilisation de nos réseaux et de l'ensemble des agents de la Banque de France qui ont travaillé sur ces dossiers de la médiation du crédit. Pour les startups, ça a été environ 5000 dossiers pour une enveloppe de 3 milliards, ce qui a été délivré en PGE. Et on a dû voir une centaine de dossiers qui avaient des difficultés. Et notre rôle, ça a été de travailler avec les différents financeurs. Et c'est là qu'on voyait bien le lien entre la dette et l'equity. C'est qu'à ce titre, les différents financeurs... les banquiers nous disaient, nous, on mettra pas de PGE, même avec une contre-garantie 90%, si les investisseurs, de leur côté, ne le font pas non plus. Et donc, le travail ici a consisté à capter la confiance, arriver à faciliter le dialogue entre ceux qui étaient sur de l'equity et ceux qui étaient sur de la dette, et de proposer une solution en fait au service de l'entreprise. Et c'est des choses qu'on a pu trouver et qui permettent d'avoir, bon, après voilà, le PGE avec le niveau de trésorerie. Donc ça, c'était une action immédiate opérationnelle. Il y a un deuxième travail, mais on en parlera sans doute plus tard. Pour accélérer le PGE, il y avait des conditions, dont la cotation, et c'est là que les startups ont dit, mais la cotation, qu'est-ce que c'est, pourquoi on nous parle de cotation, et donc c'était le deuxième levier sur lequel nous sommes intervenus, et donc ça tombait plutôt bien qu'on ait un programme dédié de cotation pour les startups. On reviendra sur l'aspect cotation, puisque c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il en retourne, donc ça va être très intéressant. On le voyait sur la table ronde tout à l'heure, la complémentarité, et tu viens de le dire, des offres de financement bancaires non dilutives, levées de fonds, doivent être anticipées par les entrepreneurs. Quand est-ce que je vais voir la BPI pour une subvention, un prêt, quand est-ce que je vais voir Raise une fois que j'ai pu lever des fonds, quelle relation j'entretiens avec mes investisseurs, est-ce que ma banque va être au bon moment là pour me soutenir en effet de levier. Ça, c'est des problématiques qui sont très vérifiées en tant que start-up, mais aussi en tant que scale-up. Peut-être que Marc, vous pouvez aussi chez BioSerenity, en contextualisant peut-être un peu l'equity story, comme on dit, comment vous avez structuré l'entreprise, et voir comment aujourd'hui, est-ce que vous voyez les financements comme étant une complémentarité à bien actionner au bon moment pour continuer la croissance d'une entreprise comme la vôtre. Alors bien sûr, on n'est jamais parfait, hein. Donc je vais juste vous raconter l'histoire BioSerenity. Donc BioSerenity, c'est une entreprise qui a franchi une étape l'année dernière avec 650 personnes. Donc effectivement, on met ça dans la case Scale-up ou bien dans la case ETI d'ailleurs. C'est assez bizarre pour l'équipe de penser qu'on est considéré comme une grosse entreprise. Mais l'entreprise a démarré en 2014. Donc pas si vieille, hein, elle a quelques années de course pour arriver à un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 70 millions d'euros sur 2020 et un objectif de chiffre d'affaires cette année avec une croissance qui va ralentir un peu, qui est autour d'une centaine de millions. Donc c'est quand même une certaine étape, un certain franchissement. Et donc si on reprend l'histoire, il y a effectivement une partie depuis le seed jusqu'au tour B ou au tour C. Il y a eu un tour jusqu'au tour B, hein, donc seed, série A et série B. On a deux choses qui sont à retenir, je pense, qui correspondent effectivement à mon conseil, moi d'entrepreneur un peu plus âgé, qui ai fait dans ma vie plusieurs cycles d'entrepreneuriat et dans le numérique. Et la BioSerenity, c'est le numérique utilisé pour le médical. Donc c'est des domaines qui sont effectivement plutôt boostés avec Covid que dans l'autre sens. Alors, en revenant en historique, il y a plusieurs conseils que j'aurais pour les entrepreneurs. La première, c'est qu'une relation bancaire, comme une relation avec les partenaires investisseurs, ça se construit sur la durée et ça se construit sur des personnes. C'est-à-dire que la confiance
les uns dans les autres, qui permet de construire, se fait par petites marches. Ce n'est pas par hasard tout d'un coup parce que j'ai un beau dossier que je vais réussir ou que ça va bien se passer en instruction si je n'ai pas par ailleurs construit une filière de confiance. Donc la première chose, c'est ça, c'est-à-dire s'assurer qu'on connaisse bien les personnes, qu'on intègre dans sa façon d'être la connaissance des personnes et les retours qu'ils vont vous donner. Et je vais vous donner quelques exemples basés sur notre histoire. Donc notre histoire BioSerenity en financement, ça a été effectivement un démarrage, puis un fonds de seed, un démarrage d'activité dans un mode dépenses minimum, quelques stagiaires et un fonctionnement de départ avec 6 personnes sans aucun financement extérieur. Quelques concours gagnés permettant de passer ces périodes jusqu'à une première levée de fonds de 2 millions, suivie d'une levée de fonds de 15 millions, suivie d'une levée de fonds de 50 millions qui à ce moment-là était accompagnée par 15 millions de bancaires. Donc de financement extérieur monté dans un pool bancaire. Donc voilà, c'est une histoire quand même avec beaucoup d'argent levé pour arriver au résultat où on est aujourd'hui et dans le futur, fonction de ce qui se passe, une capacité de faire. Pour un entrepreneur dans une start-up, il faut comprendre que les règles historiques de fonctionnement, c'est qu'on ne donne pas d'argent à quelqu'un qui ne va pas le rendre. Hein. Donc par construction, c'est un privilège d'avoir le droit de faire tourner une activité, l'autorisation, je vais considérer ça comme en connaissance de cause et avec les partenaires, d'utiliser de la trésorerie pour faire quelque chose qui doit être forcément constructeur de valeur. Alors, pour un actionnaire, c'est constructeur de valeur d'actionnaire, pour le haut de bilan, et pour le banquier, c'est bien sûr être remboursé avec les taux de remboursement qui sont prévus et les cash flows qui sont prévus le mieux possible. Ce qui veut dire qu'on est dans un contexte où on a, quand on lève des fonds, besoin d'avoir cette confiance, besoin d'être prédictible. Moi, j'ai été aussi dans ma vie capital risqueur pendant quelques années. C'est vrai qu'un business plan de seed, c'est pour ça qu'en seed, on a de plus en plus des entreprises qui font déjà de l'activité, où la date de démarrage d'une facture, première facture client, elle est connue. C'est parce que la capacité d'être prévisible, que l'histoire qu'on va donner, la façon dont on va gérer son entreprise, la façon dont on va gérer ses fonds, soit construite dans la durée avec les personnes avec lesquelles on a travaillé, un cercle qui s'étend, de plus en plus de personnes, mais soit chaque fois en confiance. C'est-à-dire que quand vous avez dit quelque chose à quelqu'un, il faut réaliser le chiffre qu'on a donné, ou faire tout pour y arriver, ou en tout cas piloter et prévenir de ce qui va se passer, ce qui permet de passer les étapes. Donc pour nous, dans notre histoire, le premier financement de seed, donc c'est fait avec deux capitaux risqueurs parisiens traditionnels. La société est basée à Paris et elle travaille maintenant sur toute la France et sur les États-Unis, mais donc basée sur deux capitaux risqueurs dans un contexte de fonds de seed et dans un contexte d'une equity story qui était centrée sur des équipements médicaux de nouvelle génération, très en avance de phase sur une vision qui était une vision que nous partagions avec d'autres dans un contexte d'évolution de la médecine pour les pathologies chroniques, mais dans un contexte où l'évolution était indiscutable et l'equity story était effectivement un premier démarrage. Est-ce qu'on avait prévu au moment du tour de seed de ne pas faire de chiffres l'année suivante et faire la raison oui, on avait prévu, donc on a réalisé nos chiffres, en tout cas les chiffres d'affaires à peu près comme on a voulu. Le deuxième parti qui était l'accélération par un tour A, c'est fait avec beaucoup plus de personnes. Donc BPI France est rentré dans le capital avec un fonds qui correspond, un fonds particulier qui est un fonds pour les entreprises qui avaient gagné les concours à une certaine époque, qui permettait d'avoir accès à un fonds important de BPI et accompagné par des capitaux risqueurs de premier plan, toujours parisiens et sans financement bancaire. Et une fois qu'on a franchi ces étapes, on a quand même été accompagné. Et là, je peux dire simplement que les personnes ont eu beaucoup d'importance. Les personnes dans les banques, les personnes avec qui on a discuté, le fait d'être transparent, de partager tout ce qu'on a pu faire, nous a permis de commencer à avoir un relais bancaire. Et le relais bancaire s'est fait plus sur des choses qui sont proches de prise en charge de risque client ou de prise en charge de risque d'équipement, d'achat d'équipement, plus standard en bancaire. Et puis quand on a fait le tour B, donc un tour de 50 millions,
Là, ça a été dans l'autre sens, c'est-à-dire que les investisseurs et les banquiers, on a co-travaillé et on a monté un pool bancaire, là aussi à travers les équipes dédiées de banques qui existent maintenant dans tous les grands réseaux français, des équipes vraiment de gens spécialisés. On a une chance extraordinaire en France, c'est que toutes nos banques ont fait ces efforts ou presque et ont des équipes de premier plan qui savent gérer cette notion de banque. Et bien sûr, le risque à ce moment-là, ça reste un privilège, on a emprunté beaucoup d'argent dans un contexte où on le regarde autrement, on le regarde comme le risque de non-remboursement par rapport à une évolution dans un business plan qui est instruit par la banque, quasi au même niveau qu'il est instruit par un capital risqueur. Voilà. Donc, et l'expérience de ce pool bancaire est aussi une maturité d'entreprise, maturité de connaître les personnes et maturité d'être prédictible sur ces chiffres. Alors, est-ce qu'on a été prédictible sur nos chiffres en 2020 avec Covid ? La réponse, c'est non. On a réussi à faire le chiffre d'affaires qu'on attendait, mais on a perdu beaucoup plus d'argent que ce qu'on s'attendait à perdre, en particulier sur le marché américain où Covid a été quand même assez compliqué. Le rebond sera plus rapide aux États-Unis, mais nous, on a vécu ça assez mal. Mais globalement, on a réussi quand même à être prédictible. Et ça veut dire aussi que et à échanger à haute fréquence avec nos investisseurs comme avec nos banquiers pour nous assurer que la confiance reste et qu'ils comprennent en détail tout ce qu'on vit, ce qu'on fait, comment on réagit et comment est-ce qu'on vit le futur. Et donc, dans cette relation vient le fait d'être de plus en plus prédictible. Voilà. Donc mon conseil, c'est connaître les personnes, s'assurer que ça fonctionne bien, leur raconter quelque chose qui est réel, être transparent et bien sûr avec tous les niveaux possibles et pas tous les instants. Hein. Vous n'allez pas vivre ça comme tous les minutes quand ça va bien, ça va pas bien, mais être transparent et puis effectivement rendre de plus en plus certains, et en tout cas de plus en plus prédictibles les chiffres, même mauvais. Très intéressant, je retiens surtout sur l'aspect de la connaissance des acteurs. C'est souvent quelque chose qui est sous-estimé par rapport pour les entrepreneurs. Le rôle d'un entrepreneur aussi et d'un dirigeant ou d'une dirigeante de start-up, c'est de connaître son marché, ses clients, etc., mais aussi de connaître le marché du financement qu'il peut y avoir autour de sa start-up. On a peut-être oublié de le préciser au début, mais que ce soit sur le premier tour de table ou le deuxième, tous ces financements, et on est extraordinairement aidé en France, ce sont des moyens. Ce n'est pas une fin, aller lever des fonds, chercher de la dette bancaire, de la dette publique. Ce sont des moyens pour atteindre la fin qui est vraiment de vendre son produit ou son service. Et encore une fois, mettre cet argent au travail est déterminant. Mais du coup, on peut se tromper parfois quand on est entrepreneur, soit oublier ou ne pas connaître une source de financement qui est adaptée, ou ne pas assez bien connaître les fonds d'investissement. Et c'est là qu'il y a un rôle aussi pour l'entrepreneur, pour un peu faire la continuité de ce que disait Marc, sur l'aspect fonds d'investissement notamment, de connaître son marché, de quels sont les investisseurs qui vont pouvoir m'aider dans ma croissance. On ouvre un tour de seed, il y a un marché énorme de business angel qui grandit en France, des fonds seed, et des solutions de financement alternatives ou complémentaires qui peuvent aider à trouver les premiers 100 000, 200 000, 1 million d'euros. Mais une fois qu'on va se spécialiser, et c'est le cas en MedTech, pour BioSerenity, etc., c'est indispensable pour les entrepreneurs de se faire connaître par ces investisseurs-là, potentiels qui vont aider à la croissance, et de les connaître eux-mêmes. Donc nous, on donne souvent comme conseil aux entrepreneurs de faire vivre leur marque, de faire vivre leur réseau. Aujourd'hui, il y a moins d'événements, voire plus d'événements. Donc, il faut vraiment occuper la présence autour de sa thématique, de son domaine pour les fonds d'investissement qui sont en série A, série B, et faire du réseau, tout simplement. Donc, se faire connaître, échanger avec ses pairs, échanger avec des investisseurs, même quand on n'est pas en levée de fonds, en disant, voilà, nous, on est en croissance, peut-être qu'un jour, on va ouvrir le capital de l'entreprise, etc. Toujours est-il que la connaissance des acteurs et la multiplicité des sources, on voit qu'il y a des critères d'analyse qui sont quand même assez communs, que ce soit une banque, chez Raise, chez des investisseurs, etc. Et c'est aussi sur le niveau d'endettement. Et là, Caroline, j'aimerais bien avoir votre positionnement. Il y a un dispositif, donc tous les dispositifs d'accompagnement. Et c'est important de le dire aussi, le financement bancaire n'est pas que du financement. Il y a tout un dispositif d'accompagnement. Et Marc le disait très bien. Choisir son banquier, c'est pas que choisir un chèque et un taux de remboursement, un échéancier, etc. C'est aussi trouver le bon relais bancaire pour continuer la croissance et trouver les bons contacts qui sont adaptés à son business, sa personnalité, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose que vous voyez d'autant plus, sans parler forcément de PGE qui est un dispositif exceptionnel, mais le niveau d'endettement des startups, comment on se mesure avant de les accompagner et comment on les accompagne autre que du financement ?
Moi, j'ai envie de réagir, Adrien, sur le premier point, qui est de dire complémentarité des acteurs, et notamment banquiers versus, entre guillemets, investisseurs. J'ai envie de vous dire que dans le monde de l'innovation, l'écosystème, on le sait, est déterminant, on ne reviendra pas sur le sujet, mais le banquier de l'innovation, et notamment les caisses d'épargne et les banques populaires, sont capables et ont une connaissance très très forte de l'écosystème et de l'ensemble des dispositifs. Donc ça, c'est un point important et vous pouvez vous appuyer sur lui parce qu'au-delà je dirais, du fait que nous sommes parfois novices dans vos domaines de compétences respectifs, on pourrait parler santé le matin, cybersécurité à midi et microélectronique le soir, comme je le dis souvent, on sera des experts par contre de tous les outils qui sont autour de vous, de la compétence de chaque acteur, y compris d'ailleurs dans des domaines de conseil. On parlait tout à l'heure d'avocats, on parlait d'experts comptables. Il faut que vous considériez que votre banquier est en capacité de vous aiguiller et d'être de bons conseils pour vous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, opposition quand même, parce qu'on n'a pas la même finalité, banquier et investisseur. On est à la fois prêteur, prestataire de services et de solutions autour de vos besoins, que ce soit, comme je vous le disais, sur l'international, mais ça pourrait être sur les moyens de paiement ou d'autres sujets. Mais on n'est pas là pour faire un multiple. On est là pour vous aider à trouver le meilleur levier de financement. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir la capacité de mettre de la dette sur des entreprises, même à des stades très très early, hein, comme on le dit. Et ce n'est pas le cas partout. Donc ça, c'est important, mais on ne va pas... Donc nous, on veut être remboursé. Donc je vais quand même donner juste un petit conseil avant de répondre à la question, Adrien. C'est le banquier, et notamment que ce soit d'ailleurs une scale-up ou pas, il va chercher un horizon de cash. Et cet horizon de cash, il va être constitué certes des recettes que vous allez pouvoir tirer de votre business, mais il est aussi attaché au monde de l'investissement. Et c'est pourquoi les banquiers, d'ailleurs, eux-mêmes, parfois ont des fonds en propre, des fonds d'amorçage plutôt, ou des fonds de croissance dans les étapes de développement, mais aussi ils co-investissent dans des fonds d'investissement pour participer à cette vision haut de bilan. Donc, et ils connaissent parfaitement le tissu des investisseurs, et ils sauront aussi vous aider et travailler main dans la main avec eux pour qualifier les projets, là où les investisseurs ont des moyens différents pour aller effectuer un certain nombre de diligences pour mieux comprendre, mieux challenger votre projet. Donc ça, c'était juste le préambule. C'est un petit peu long, Adrien, mais je voulais juste le préciser. Pour répondre à la question de l'endettement, ça, c'est un vrai sujet, parce qu'en effet, tout à l'heure, Maurice le disait et donnait des chiffres. Le volume de dette quand même des entreprises est un critère important. Alors certes, pour nous, parce qu'on a envie d'être remboursé, ça c'est un fait, mais au-delà de ça, parce qu'il va conditionner aussi toute votre capacité à jouer les leviers sur les étapes d'après, notamment les projets de levée de fonds, les introductions en bourse, ou même simplement les projets d'investissement matériel et autres. Et par conséquent, il va aussi impacter les négociations, les discussions que vous allez avoir avec des investisseurs actuels ou entrants sur les sujets de valorisation. Donc, c'est un sujet à traiter avec beaucoup de, comme vous le disiez, d'échanges, de partage, à la fois avec votre board, mais aussi avec vos banquiers, de façon concertée pour voir qu'est-ce qu'on fait de cette dette, notamment le prêt garanti par l'État qui vous octroie quand même des conditions de remboursement qui sont sur des maturités longues et avec des différés que vous pouvez, entre guillemets, optimiser. Mais il faut être vigilant. C'est-à-dire que les banquiers que nous sommes, nous, on considère, enfin, et vous devez considérer ça comme de la dette, en fait. Et ça va venir quelque part, soit, certes, vous accompagner en trésorerie sur les moments que nous vivons en ce moment, et on a bien compris encore hier qu'on n'était pas sorti de cette période, mais pour autant, ils devront être remboursés, ils ne seront pas convertis en quasi-fonds propres. Donc oui, c'est un sujet de discussion, c'est un sujet à avoir en permanence avec vos banquiers. C'est une dette qui sera assez figée, hein, qui ne se retravaillera pas de la même façon qu'une dette classique. Et en effet, il y aura peut-être d'autres dispositifs qui existeront et qui compléteront cette panoplie, on va dire, de crise, mais ce sera bien un sujet que vous allez devoir intégrer dans vos raisonnements pour les prochaines étapes de développement de votre entreprise.
sais pas si j'ai répondu à la Très- question, très Adrien, clair. mais Si, très clair. Et puis ça me permet aussi de faire écho pour préciser aussi un élément important que Marc disait tout à l'heure avec l'intervention de BPI France chez BioSerenity. Rappelons bien qu'il y a deux métiers chez BPI France ou dans des banques aussi traditionnelles, de financement et d'investissement. BPI France a un rôle d'investisseur, comme un fonds de venture ou un fonds d'investissement, avec même une vingtaine de fonds spécialisés, et une activité en plus de fonds, donc qui va investir dans des fonds d'investissement, et un rôle de financeur, avec tous les dispositifs directs ou indirects, que ce soit les subventions, les prêts, etc. Et ça, c'est intéressant de voir que, et tu l'as bien dit, il y a un business model aussi à nourrir, et c'est la connaissance des acteurs. Ça fait encore écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut comprendre pourquoi cet investisseur, cette banque, la BPI, va m'aider ou me soutenir ou peut me soutenir, et quel est son intérêt. BPI France, soutien de l'emploi, de la croissance, des enjeux technologiques et de l'innovation et de l'international. Une fois qu'on comprend les critères, on comprend à quel moment les chercher. Une banque, c'est le business model d'une banque, de prêter de l'argent, de soutenir l'entrepreneuriat, mais aussi de se voir rembourser les prêts, etc. Et du coup, je me tourne immédiatement vers toi, Noé, parce que Raise, est-ce qu'on peut dire déjà que vous n'avez pas de business model, puisque vous êtes, comme tu le disais, philanthropique. Et puis, ça me permet aussi de poser la question à l'aune de ce qu'on a dit. C'est quoi les bons dossiers du coup que tu reçois chez Raise? Est-ce que c'est des entrepreneurs qui ont une panoplie de financement bien orchestrée? Est-ce que c'est des entrepreneurs qui ont une dette maîtrisée, mais une capacité de remboursement? Enfin, comment tu analyses tout ça? Déjà, pour répondre à la première question, effectivement, on n'a pas vraiment de business model, dans le sens où Raise Sherpa, c'est un modèle de fondation. Donc nous, à l'époque, quand on a créé ça avec Clara Guémard et Gonzague de Blinière, l'idée, c'était de proposer des solutions d'accompagnement et de financement dédiées au post-amorçage, mais aussi de proposer une éducation sur le non dilutif qui, il y a 5, 6, 7 ans, était quand même beaucoup moins développée dans l'écosystème de la tech et pour les entrepreneurs. Donc effectivement, là-dessus, nous, on a moins de business model à tenir, même si l'objectif, c'est quand même pas de perdre de l'argent, hein, même si on a un modèle de fondation, c'est plutôt d'être flat. Donc là-dessus, voilà, on a plus de possibilités et de facilités. Je dirais que nous, après, ce qu'on va regarder chez des entrepreneurs, on va se situer, à mon avis, à mi-chemin entre le VC et le banquier. Bien entendu, le VC, ce qu'il va acheter, c'est une vision, c'est un marché, c'est une équipe, c'est un projet qui répond à un besoin de marché et une capacité aussi à se projeter sur un potentiel multiple. Ce que va pas forcément regarder le banquier, ou effectivement, comme disait Caroline, c'est une capacité de remboursement. Nous, on va regarder un peu les deux, et on va être à mi-chemin entre les deux. Bien entendu, on est très attentif aux notions de cash, comment l'entrepreneur gère son cash. Est-ce qu'il a levé des fonds, pas levé des fonds? Et s'il a levé des fonds, combien est-ce qu'il brûle tous les mois? À quoi est dédié ces notions de burn et comment est-ce que c'est optimisé? Bien entendu, ça, on va être attentif. Ce qui va permettre aussi, à partir du modèle économique de l'entreprise, est-ce que c'est capital intensive, pas capital intensive, de pouvoir se dire, bon, bah, on est assez confiant sur la capacité de remboursement. Et en même temps, nous, il faut qu'on puisse se projeter, parce qu'on a moins de capacité que les banques pour accompagner et financer des entrepreneurs. Donc, on essaye de sélectionner les meilleurs. Et on a besoin de se projeter sur le fait que l'entreprise va pouvoir se développer très vite, générer de la croissance, potentiellement nous rembourser plus vite, parce qu'on a, nous, des mécanismes de remboursement un peu plus adaptés et parfois un peu plus rapides que chez les banques, pour que nous, on puisse financer d'autres entrepreneurs et continuer à répondre à notre mission initiale. Donc voilà un peu ce qu'on va regarder. Et puis, enfin, pour conclure, hein, par rapport à ta question, moi, je pense aussi qu'il y a un aspect qu'on regarde de plus en plus sur les financements non dilutifs, qui était moins vrai il y a 15-20 ans, où les startups, clairement, ne levaient pas beaucoup de dettes, quasiment pas, suite à des levées de fonds. Il y a eu un peu la deuxième révolution, c'est un mot un peu fort, mais qui est arrivée il y a 4-5 ans, avec maintenant des effets de levier sur des levées de fonds et beaucoup de banques qui se positionnent sur le marché des startups, et moi je trouve ça génial. Et je pense qu'on va rentrer un peu dans une nouvelle ère, puisque les levées de fonds, comme beaucoup le savent, se déplacent en montant. Aujourd'hui, une série A, c'est plus de 2 millions comme il y a 5 ans. Nous, pour l'exemple, on a accompagné une boîte qui s'appelle Mano Mano, que beaucoup connaissent. Ils ont fait une série A en 2015, c'était une série A de 2 millions. Aujourd'hui, une série A, c'est plutôt 5, 7, voire 10 pour des très belles boîtes, et même plus, si on se réfère à l'écosystème européen. Et donc, je pense qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs sur la phase amont qui vont avoir tendance à bootstrapper, à s'autofinancer, et donc à être plus regardants sur est-ce que je lève des fonds, ou en tout cas qu'ils lèveront des fonds un peu plus tard dans leur histoire.
Et ça implique qu'on va rentrer un peu dans une troisième ère, selon moi, hein, c'est mon avis personnel, où le financement non dilutif va devoir un peu se segmenter. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, lever des fonds, ça aura une fonction très précise. Ça va être pour financer potentiellement des investissements en innovation, en R&D, en humain, et qu'aujourd'hui, on pourra aller chercher du non dilutif pour financer des choses très précises, des campagnes marketing, par exemple, où il y a un retour investissement qui est prédictible, qu'on peut analyser assez facilement. Et on le voit avec des modèles comme ce qu'on appelle le revenue-based financing. Il y a des entreprises comme Silver en France qui se développent là-dessus, qui vont venir avancer du cash pour par exemple des entreprises qui sont sur le e-commerce pour financer des budgets de marketing. Et je pense que cette ère-là, on va s'y mettre. Aux US, ça a déjà démarré, et je pense qu'en France, ça va continuer à se développer aussi, quoi. Super intéressant cette troisième ère, parce que c'est vrai que les fonds deviennent de plus en plus gros, lèvent de plus en plus d'argent et investissent des sommes de plus en plus importantes. Et pour parler des fonds de VC, et on parlait tout à l'heure de leur intérêt, de leur business model, il faut rappeler que les fonds VC, tu l'as dit, leur business model, c'est de revendre les parts qu'ils ont dans les entreprises dans lesquelles ils ont investi, plutôt assez rapidement, puisque les générations de fonds sont entre 7 et 10 ans. Et du coup, ont un rôle en plus d'associer, je me tourne vers vous Marc, puisque faire rentrer un fonds d'investissement, que ce soit en seed ou en série A, série B, ce n'est pas anodin, puisqu'on fait rentrer des associés aussi. Donc il y a une relation qui n'est pas externe, comme avec Raise ou la BPI ou en tant que financeur ou une banque, mais on a une vraie relation de co-construction, d'association. Est-ce que au moment où on lève des fonds, ça doit être vraiment une grande question de se dire comment ces associés vont m'aider, non pas qu'en mettant un chèque de 1 million, 50 millions, etc., mais à structurer ma croissance? Alors ça, c'est vraiment le b.a.-ba d'une entreprise qui se passe sereinement, hein. Je veux dire honnêtement, si vous levez des fonds et qu'il n'y a pas de confiance qui est créée entre les personnes et que les personnes qui vont être dans le board derrière ou qui vont être vos associés ne sont pas quelqu'un avec qui il est possible de construire en confiance et qui ne s'entendent pas bien, l'entreprise va être en très grande difficulté très vite et on retrouve beaucoup de projets qui, à cause de ces éléments-là, se passent pas bien dans le futur. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai appris avec deux attitudes assez différentes quand même, entre des venture capitalistes américains et ce qu'on a en Europe. Aux États-Unis, les boards sont quand même assez agressifs, dans les bonnes positions du terme. C'est-à-dire que même si vous avez des très bons résultats, vous pouvez être challengé très fortement par votre capital risqueur, qui est par ailleurs quelqu'un qui a très bien réussi, dans le sens de l'opportunité ratée, hein. Donc vous avez fait des très bons résultats, mais vous auriez pu faire encore mieux. Ce qui n'arrive pas tellement en Europe, heureusement. On construit, c'est plus serein. C'est une construction qui est faite, mais choisir les personnes en même temps que de proposer trouver des financements, avoir le luxe de pouvoir choisir qui vous donne les fonds, leur personnalité et prendre bien le temps de faire, je pense que c'est vraiment indispensable. Sur ce sujet, il y a aussi d'autres éléments, c'est faire très attention en fonction de l'ampleur du projet qui est prévu, c'est-à-dire que l'entrepreneur réfléchisse bien avec son équipe à ce qu'il va faire dans les tours suivants. Il faut aussi s'assurer que les personnes, un petit peu comme quand on travaille avec des employés, soient capables d'accompagner dans la durée, ou si ce n'est pas les mêmes qui seront dans la durée, ne vont pas à un moment donné bloquer pour des questions d'ego ou de financement pas disponible chez eux pour faire un tour supplémentaire ou quelque chose comme ça. Ça fait aussi partie des éléments, donc la personne, le fond et son contexte, et que ce soit bien clair. Parce que je vais vous donner un exemple tout bête, hein, mais dans ma famille, moi j'ai 6 enfants et 3 startups, donc voilà, et puis une histoire, ils ont vécu là-dedans, mes enfants, aussi bien dans la Silicon Valley qu'en France, mais d'une façon générale, le fonctionnement en particulier avec le fonctionnement business angel en particulier est à surveiller en faisant très attention. Pas parce que j'ai été business angel et je trouve ça très bien et c'est très important, mais il ne faut pas se retrouver avec 10 personnes dans le board et une incapacité derrière de déboucler un ensemble pour pouvoir faire une série A par exemple, parce que ça peut casser le projet. Donc il faut faire attention à la façon dont c'est organisé, prendre de la maturité, prendre un peu de recul. Là je pense que les banques, et en particulier les tissus qui sont maintenant, les spécialistes à l'intérieur des banques peuvent vraiment aider.
à structurer ça en faisant attention. Donc avoir une relation de confiance, pouvoir rappeler les personnes que vous avez dans le board à tout moment, quasiment, toute heure, tout moment, et puis aussi vous assurer qu'il y a un alignement entre ces personnes pour être sûr que tout le monde soit bien d'accord dans la vision de ce qui va être construit et avec celui du projet. Et le fonctionnement bancaire, aussi bien que le fonctionnement donc, en capital, sont à traiter exactement pareil. C'est-à-dire que si vous travaillez avec une banque au départ, vous n'allez pas avoir accès aux décideurs de la banque, hein, vous allez avoir accès à quelqu'un dans une équipe éventuellement territoriale. Par contre, cette personne peut vous amener, au fur et à mesure de vos croissances, à rencontrer les autres, à être conforté parce que le spécialiste sectoriel de la banque va confirmer que c'est un vrai besoin, etc. etc. Donc c'est aussi à traiter. Il faut considérer que les personnes représentent leur institution, mais représentent aussi dans leur institution les points d'entrée dans leur écosystème. Chaque investisseur a un écosystème et cet écosystème est en général très très riche en compétences et en capacités et donc doit pouvoir être utilisé à condition que tout le monde soit bien d'accord avec des bonnes relations. C'est intéressant, on parle d'éléments assez subjectifs, c'est de l'alignement d'intérêts, de la confiance collective, etc., de choisir ses investisseurs. Et encore une fois, Isabelle de Brega, malheureusement, n'est pas là, mais en tant que VC, ce qui est important pour choisir bien son investisseur, c'est de trouver cet alignement d'intérêts avant, quel que soit le tour de table. Est-ce qu'on a la même vision? Est-ce qu'on va devenir associé, hein, donc on va vraiment avoir une vision qui doit être la plus commune. Les conseils qu'on donne généralement aux entrepreneurs pour vérifier cette confiance assez subjective, c'est de contacter des entrepreneurs qui ont travaillé avec ces investisseurs. C'est très important d'avoir leur feedback. Comment se passent les boards, donc les réunions stratégiques, comment se passe s'il y a des difficultés, puisque dans toute entreprise, il y a des difficultés. Comment réagissent les investisseurs à ces moments-là. Renseignez-vous un maximum, c'est le plus important. Et la confiance qui peut être née, on a parlé de confiance, elle est sur ces critères assez subjectifs, mais il peut y avoir aussi des critères objectifs. C'est le cas de la cotation, on a commencé à en parler, et elle est assez peu utilisée en fait dans l'écosystème startup. On est assez peu à regarder les cotations, etc. C'est quoi les enjeux quand même, surtout aujourd'hui, liés à la cotation des startups que tu connais par cœur à Banque de France? Alors, effectivement, il y a un sujet sur la cotation. À partir du moment où on introduit de la dette dans le bilan d'une entreprise, il y a une analyse du risque de contrepartie. La cotation, c'est la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers. Et ça, c'est le message que la Banque de France délivre, parce que c'est son rôle. La Banque de France participe au financement de l'économie, plus précisément au refinancement de l'économie. Nos clients sont les banques. Donc, on ne délivre pas en direct, mais on s'intéresse à l'analyse du risque de défaut. Et donc, notre credo, c'est d'analyser la probabilité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers. Alors, dans une start-up, c'est relativement nouveau parce que jusqu'à présent, l'écosystème des startups, c'était du financement par de l'equity. Et donc, on n'avait pas de sujet de financement et de dette. Donc, on ne s'était pas particulièrement intéressé puisqu'on n'avait pas de raison de les coter, ces entreprises. Mais les levées de fonds ont été multipliées par 5 en 5 ans. Les startups qui étaient 5 000, 10 000 sont 15 000 et sans doute un peu plus. Et puis, les startups sont devenues des scale-up et puis elles sont devenues des ETI et puis on a des licornes. Donc, on a de la dette dans le bilan et à ce moment-là, il faut qu'on attribue une capacité d'analyse de ce risque de contrepartie. Seulement, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout le même profil d'entreprise, puisqu'on a une économie qui était une économie de rentabilité, c'est l'économie traditionnelle, qui se heurte ou qui se compare avec une économie de croissance, celle des startups. On n'a pas les mêmes modalités de financement et donc on n'a pas le même modèle. À partir de ce moment-là, côté une startup, c'est beaucoup plus une analyse sur la capacité à honorer les engagements financiers, si ce n'est pas sur le cash flow, comme les multiples, par la rentabilité, les bidas et ce qu'on va regarder, c'est la profondeur de trésorerie, et ça se mesure sur le soutien qui est manifeste au bilan entre les investisseurs, donc le haut de bilan, mais également les banques, également BPI. Et donc on va regarder toutes les briques que l'entreprise a pu accumuler. C'est quelque part, ces éléments financiers, c'est une contrepartie d'une garantie. C'est la vision d'une confiance, c'est la vision d'un soutien qui a été manifesté. Ça, c'est le bilan. Mais le bilan, c'est le passé. Et côté une start-up, à partir d'éléments passés, c'est juste pas possible. Et donc, si on veut vraiment coter, il faut qu'on ait une brique
financière à partir du bilan, parce qu'elle raconte quand même une histoire. Et puis, il faut qu'on ait une brique extra-financière qui, elle, va regarder les KPIs, qui va regarder les projections, et qui va s'intéresser finalement à ce qu'on partage tous ici. La qualité du projet, la complémentarité de l'équipe dirigeante, et au-delà, les principaux, à quelle période finalement la start-up pense qu'elle va arriver à sa rentabilité. Parce que même si c'est une start-up et que son objectif au niveau du haut de bilan pour les investisseurs, c'est de faire un multiple à la vente, pour le banquier, il n'est pas du tout sur le même taux de risque. Le banquier, il a une prime de risque aujourd'hui qui est extrêmement réduite. Et donc, ce qu'il va regarder, c'est la proximité de l'entreprise à son seuil de rentabilité. Et elle va partager avec elle ce risque. C'est pour ça que le dialogue est extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut maintenir un dialogue régulier entre ses partenaires, qui soient haut de bilan, mais également ses partenaires bancaires, parce que c'est ce dialogue qui va permettre de fixer la confiance. Et c'est la confiance qu'on va pouvoir traduire à un moment donné dans la cotation, parce qu'on n'estimera qu'objectivement, que ce soit l'equity, donc les fonds propres, ou que ce soit les partenaires bancaires, l'ensemble des acteurs sont mobilisés pour soutenir l'entreprise. Et si elle est soutenue, on n'est pas en risque de liquidité, et donc on peut se permettre de mettre une cotation de bon niveau. Et combien d'entreprises sont cotées aujourd'hui dans les startups, et à quel moment, si je suis entrepreneur, je m'intéresse à ce sujet de la cotation? Et puis Marc, est-ce que d'ailleurs vous avez une cotation, vous la surveillez, vous la regardez? Enfin, je vous pose à tous les deux les questions. Le chiffre, on a aujourd'hui, la Banque de France cote 270 000 entreprises. On estime que dans les 15 000 startups, il y en a 1 millier qui doivent être dans un seuil de collecte qui, pour nous, est de 750 000 €. C'est-à-dire qu'on va coter plutôt on commence à se coter les scale-up, c'est-à-dire quand les startups sont en phase d'accélération. On pense qu'il y a un millier de sociétés. Aujourd'hui, on en cote la moitié. Elles ne connaissent pas, on ne les a pas forcément identifiées non plus. D'ailleurs, quand on a un bilan, ce n'est pas écrit ces startups ici, ça ne clignote pas. Hein, donc, c'est à nous de le voir. Donc, on a un travail interne d'acculturation, on a un travail de renforcement de méthodologie pour être au plus près du risque. Et c'est le programme d'ailleurs qu'on a mené avec la French Tech, et notamment le French Tech 120, qui nous sert aussi de vivier. Et donc, on a besoin d'avoir du dialogue pour avoir de la data. Et à partir du moment où on a de la data, on peut commencer aussi à nourrir le système et puis à renforcer nos critères. Et effectivement, les startups du Next 40 ou de la French Tech 120, on les rencontre. Donc il est possible qu'on ait eu un échange, Marc. Oui, on se connaît. Donc pour l'entrepreneur, il y a la cotation, de façon générale, il y a des choses qui sont en maturité à comprendre vraiment. Hein. La cotation vient impacter donc, le coût ou la capacité de s'endetter, que ce soit avec une banque ou que ce soit avec un partenaire industriel et commercial. C'est-à-dire que si par exemple moi j'achète des produits en Allemagne pour rentrer dans mon usine qui va servir à faire un certain nombre de choses, si j'ai une cotation bancaire et que je lui donne mon bilan, il me dit bah non, je ne peux pas prendre de crédit, donc de toute façon tu vas payer comptant avant de commencer. Donc, et c'est normal, ça rentre dans le système normal, il n'y a pas de raison pour lui de prendre ce crédit. Si par contre on est accompagné effectivement soit avec de la trésorerie, dans une vision plus trésorerie, soit par la Banque de France avec une vision déjà de montrer qu'on est coté, ça change la mentalité. Et les systèmes sont aussi vrais pour vos partenaires commerciaux, parce que ça peut être aussi un client qui dit bah non, avec ton bilan, je ne peux pas prendre le risque que tu deviennes un grand fournisseur parce que y a trop de risques, quoi. Je peux me planter à tout moment et même si ton produit est génial, je ne peux pas prendre le risque. Donc c'est vraiment très important de bien comprendre ça. Alors évidemment, on n'a pas des bonnes notes en cotation. Hein. Si on avait un cash flow comme Louis Vuitton, c'est mieux, quoi, hein, clairement. Donc c'est pas notre cas. Donc on n'a pas des bonnes notes, mais déjà on rentre dans un système de cotation, on rentre dans un système d'échange régulier, on rentre dans un système où effectivement, forcément pour les habitudes de cotation, comme ça a été décrit, qui étaient basées sur des cash flows passés et des revenus passés, des prévisibilités passées, on change. C'est la trésorerie, l'équipe et le fonctionnement. C'est bien des statistiques quand même hein, de risque qui rentrent en jeu dans ces cotations. Et effectivement, tant qu'on n'a pas des bilans récurrents avec des cash flows positifs, les notes ne seront pas excellentes. Mais elles existent, elles ont leur valeur. Et les leviers qu'on peut s'en servir, et le fait simplement même d'être coté, même d'être rentré dans une cotation est très important.
important. Comme si, après une introduction en bourse, vous n'avez pas d'analyste, vos actions ne vont pas marcher, quoi. Hein, donc il faut qu'il y ait des gens, il y a toute une maturité qui est à acquérir. C'est une très bonne maturité aussi pour l'équipe, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'entreprise grandit, c'est le patron, le CEO qui fait tout au tout début, et puis après il y a un des éléments, une équipe financière qui doit se prendre l'habitude de sortir des résultats qui soient fiables, qui soient communiqués à temps, et puis après les résultats financiers sont plus compliqués à sortir parce qu'on rentre dans des règles IFRS, ANCO, et c'est plus compliqué, et tout ça, ça rentre dans une maturité d'entreprise qui est dans le même schéma que la qualité de l'offre, le même schéma que la qualité du commerce, le même schéma que la qualité de l'entreprise en maturité, et cette vision à travers une cotation, c'est-à-dire à travers les yeux des autres, qui sont complètement normalisés, mais qui évoluent. Je pense qu'on a beaucoup de chance en France. Moi, j'étais entrepreneur aux États-Unis et maintenant et en France, et je peux vous dire que l'accélération des efforts faits avec FT 120 récemment, mais d'une façon générale par l'État et par toutes les grandes banques et les partenaires, et le fait que du coup ça se traduise par de levées de fonds et des startups plus importantes, etc. On a pris pas mal d'années par rapport à la Silicon Valley comme tout le monde, mais on est dans un tissu extrêmement favorable. Donc les Français, on a extrêmement de chance, même par rapport aux autres Européens. C'est important de le dire, c'est un bon message, Marc, merci. On a sûrement des questions de l'audience en ligne. Oui, alors on a quelques questions. Tout d'abord, pour Caroline, comment bien préparer son rendez-vous avec son banquier pour une levée de fonds ? Ensuite, une autre pour Marc qui a répondu en partie. Alors, que manque-t-il à l'écosystème français pour être à l'état de l'art ? Et ensuite, deux questions plus collectives. Pensez-vous qu'il existe des différences notables entre le capital risque français et le capital risque en Asie ou aux États-Unis ? Et puis, une dernière, est-il raisonnable de financer via un PGE la partie trésorerie ? Ça fait beaucoup de questions. Du coup, pour essayer de répondre à toutes, si vous pouvez faire 1 minute, ce serait parfait. Oui, Caroline, on peut commencer par la première, c'est super. Moi, j'ai envie de dire, j'ai envie d'inverser la question, en fait. C'est, avant d'aller voir mon investisseur, qu'est-ce que mon banquier peut faire pour m'aider à, déjà, peut-être à marketer peut-être le sujet. Tout dépend de la maturité de la société et du projet. Mais c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le banquier aura une vision neutre, une vision objective. C'est le propre d'ailleurs d'une banque, hein, c'est dans notre code génétique. Hein. Donc ça, c'est plutôt en amont qu'il faut le faire. Et moi là, j'ai 4 conseils, enfin 4 réflexes qu'il faut absolument avoir en tête. C'est comme d'habitude, mais là j'enfonce une porte ouverte. Anticipation. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'entendais 4 mois pour une levée de fonds. Moi, je vois plus entre 8 et 18 mois des fois. Hein, d'accord ? Donc anticipation, transparence. Le BP, c'est le même pour tout le monde. Pour que le banquier vous conseille bien et que l'investisseur vous accueille bien, il faut qu'il y ait une forme de cohérence et de transparence. Troisième sujet, la fréquence. C'est-à-dire que pour le coup, on parlait de complémentarité, on parle de plein de choses, mais si on se voit pas assez souvent, nous, on n'est pas dans le jus de tous vos milestones, de tout ce qui vous reste à faire, de tout ce que vous avez encore envie de faire et toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer. Donc ça, cette fréquence de contact est très importante. Et enfin, le sujet, c'est qu'on est quand même tous là pour vous emmener le plus loin possible, vous aider à vous projeter. Donc, alignement des positions, Adrien l'a repris tout à l'heure. Et alignement des positions, ça veut dire une forme de cohérence entre le haut et le bas de bilan, et par extension, l'impact en trésorerie. Voilà, je sais pas si Oui, c'est bien, c'est super clair, merci beaucoup. Peut-être sur la question de l'utilisation du PGE, toi qui as vu pas mal de dossiers d'entreprises qui avaient des PGE, il y a cette question, est-ce que je peux l'utiliser pour la trésor ? Et Maurice aussi, puisqu'il y a ce sujet aussi. Maurice, pense, pourra me compléter, mais sur le PGE, évidemment que c'est un outil de trésorerie. Après, il était très open bar quand même pour le monde de l'innovation, puisqu'il était sur des règles de calcul de masse salariale qui sont quand même très avantageux pour certaines, beaucoup moins pour les plus petites. Donc oui, ça constitue un sujet de trésorerie, et d'autant plus que la majeure partie des leviers de financement que nous opérons à ces phases-là, elles sont pour financer du besoin en fonds de roulement, donc du temps homme. Voilà, Maurice peut peut-être compléter. Noé après Maurice. Je fais rapidement, hein, mais nous, ce qu'on a constaté sur le PGE, enfin plutôt 2 warnings. Le premier, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont démontré qu'il y avait quasiment 60-70% des boîtes qui n'avaient pas touché à leur PGE. Et ça, c'est aussi un sujet qui donne un peu de matière à réfléchir pour les entrepreneurs, parce que ça crée aussi parfois des situations de surendettement. Donc
il faut être attentif et vigilant à ce point-là. Et puis moi, l'autre warning ou l'autre point d'attention qu'on a pu constater, c'est qu'au début de la crise, en tout cas, et là on ne sait toujours pas si on en est sorti, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont vu le PGE comme de la trésor similaire à une injection de cash comme on le fait lors d'une levée de fonds, et qui sont mis à investir sans avoir beaucoup de visibilité sur ce qui allait se passer par la suite. Et ça, pareil, ça reste du cash artificiel qui est censé répondre à une situation de crise. Et donc ça, pareil, c'était un autre type de warning. Donc oui, c'est de la trésorerie. Après, il faut vraiment être attentif à comment on l'utilise. Sur le PGE, je voudrais quand même moi j'ai une vision qui est un peu différente. Quand on a une société industrielle qui tournait, le fait de finalement, avec la crise, un arrêt d'un certain nombre de choses, arrêter l'activité ou la ralentir énormément sous la forme chômage technique, ça a été la norme. D'accord ? Donc en fait, ça n'a pas été de la dette, ça a été la norme. Quand on est dans une start-up où effectivement si vous mettez les gens au chômage technique sous prétexte qu'il y a une crise et que ça s'est ralenti, vous ne construisez pas votre boîte. Donc le PGE est venu là bizarrement, je vais le dire honnêtement, bizarrement, s'appuyer sur les masses salariales. Donc en fait, sur vous donner les moyens de continuer au rythme de l'année d'avant, en considérant que vous allez avoir un décalage et que vous n'allez pas utiliser le chômage technique du tout. Vous allez au contraire continuer à garder vos personnes à fond. Et donc, effectivement, la façon dont il a été instruit et placé pour les startups et pour l'innovation ressemble beaucoup plus à du financement long, du financement capital, de facto. Donc, il a été utilisé comme trésorerie dans des entreprises d'innovation. Et effectivement, c'est d'autant plus justifié que l'entreprise d'innovation est sur un marché qui s'est cassé la figure. D'accord ? Puisque effectivement, ça tamponne l'équivalent du chômage technique. Si par contre vous êtes dans un marché d'innovation qui est 2 fois plus important parce que vous faites du numérique pur et que le marché il est 2 fois plus gros, alors c'est sûr que c'est pas normal. Il y a des entreprises quand même qui ont bénéficié, beaucoup d'entre nous, où Covid en tant que tel a été un frein et en même temps un accélérateur. Donc, fonction de la position où on est, ça a été un frein ou un accélérateur. Le fait que ce soit consommé comme trésor parce qu'on est en buffer, en attente, c'est pas très étonnant. C'est comme ça qu'il a été distribué. Et à l'inverse, si ça a accéléré, bah oui, ça aurait pu être une levée de fonds et du coup, ça devient un financement non dilutif, quoi. Et Maurice, en 30 secondes avant qu'on fasse la dernière question. En 30 secondes, je pense que dans les startups l'ont utilisé pour beaucoup parce que c'était une possibilité et qu'en période d'incertitude, on ne refuse pas une bouée qu'on vous lance, mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément l'utiliser. Je pense qu'il y a beaucoup de PGE qui sont des PGE de confort. Je pense qu'il y a beaucoup de PGE de confort pour les startups, c'est-à-dire que je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas encore utilisé. En fait, elles l'ont en trésorerie. Donc, dans le bilan, on a à l'actif de la trésorerie, au passif de la dette. Et donc, il n'y a pas de sujet, sinon que c'est au rapport aux fonds propres. Et si on se rappelle qu'on a levé 5,4 milliards et qu'on a mis 3 milliards de PGE, on a 60% de levier là-dessus. En macro, il n'y a pas de problème. Après, évidemment, on regardera au cas par cas les situations. Et je pense que le bon signal, c'est devoir considérer que le PGE c'était un backup et que c'était pas un droit de tirage, parce que si on a commencé à consommer le PGE alors qu'on n'a pas de cash flow à venir, là par contre on se met dans une situation compliquée. Oui, le cash flow à venir, dans ce que j'essayais d'expliquer, c'est ce cash flow à venir où effectivement les business ne se sont pas arrêtés, ils ont été mis en suspension. Et à ce moment-là, c'est bien un cash flow à venir qui va réaccélérer. Et c'est ça le pari dans la façon d'utiliser dont j'essayais de parler tout à l'heure. Voilà. Aux États-Unis, il n'y a pas eu de PGE, mais il y a eu des prêts d'État qui ont servi à financer le chômage technique. Et si vous avez gardé les personnes et ne les avez pas licenciées, effectivement, il a été consommé sur payer des personnes au chômage technique. Enfin, c'est pas un PGE, c'était beaucoup moins d'argent, mais il a été, il est en train de se transformer en subvention parce qu'il a finalement financé du chômage technique. Mais si vous les avez pas gardé les personnes, effectivement, il faut rembourser et c'est normal. Pour clôturer, du coup, on va essayer de répondre aux 2 dernières questions qu'il y avait sur l'écosystème au global. Je vais vous donner la chance de faire un bullet point à l'oral sur ce qui, selon vous, pourrait faire en sorte que la France continue sa progression pour arriver soit à l'état de l'art, soit être encore plus compétitif par rapport à d'autres écosystèmes de l'innovation. Pour ma part, moi, je dirais qu'il y a 3 éléments. Le premier,
plus de diversité dans l'écosystème, que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs, des solutions de financement, une meilleure représentation de ce qui fait les besoins d'une population, plus de fonds, super fonds, donc des fonds qui ont de plus en plus de moyens, qui ont la logique venture, mais avec des sommes qui peuvent avoisiner des fonds moyens, voire gros fonds de private equity, et un écosystème d'exit qui doit se renforcer, évidemment avec une potentielle sortie, soit en bourse, soit à l'international, soit rachetée par d'autres fonds ou des corporates, qui doit se densifier, puisque c'est l'horizon que souhaitent les investisseurs, revendre des entreprises pour qu'elles continuent leur progression chez d'autres. On fait un petit tour de table, peut-être on commence par toi, Noé, allez, en bullet point. Alors, très rapide, pour mettre personne en retard. Et pour compléter ce que tu viens de dire, Adrien, moi, 100% aligné. Effectivement, je pense que là où le bas blesse un peu en France, c'est sur le late stage. Donc aujourd'hui, on a un écosystème seed Serie A qui est quand même très très bien développé et qui se développe de plus en plus. En revanche, c'est vrai qu'il y a très peu de fonds qui sont présents sur le late stage post-série B. Et je pense que c'est le bon bridge à faire vers l'exit pour pouvoir stimuler de plus en plus d'exit et développer de plus en plus d'entreprises tout en ayant une empreinte quand même française durable là-dessus. Donc voilà, moi ça c'est mon point. Ah oui, je rejoins sur les IPO. Je pense aussi qu'il y a un point fondamental sur lequel il faudra qu'on travaille ou qu'on continue de travailler, c'est la relation groupe et start-up. Puisqu'en fait, il y a la partie fonds, mais il y a aussi la relation client-fournisseur. Et dans la relation inter-entreprise, on a besoin de l'agilité, on a besoin de solutions nouvelles, donc on a besoin de ce courant. Et que nos grandes entreprises et que nos start-up travaillent ensemble, je pense que c'est un axe fort pour le renforcement de ce secteur tech. Marc ? Alors moi je dirais simplement une chose, on a besoin que certaines de nos super projets de start-up fassent des sorties extraordinaires. Comme ça réinjectera de l'argent dans le système et ça nous permettra de réussir. Et pour ça, c'est pas forcément que les entreprises et les grandes entreprises. Je pense qu'on a besoin aussi que les startups soient fournisseurs de notre écosystème français et que du coup les vitesses d'adoption de ce qui sort des startups soient acceptées dans les grandes entreprises comme dans le public, parce que le public est un gros acheteur chez nous, dans la santé en tout cas, c'est sûr, et comme dans nous individuellement, c'est accepté aussi en tant qu'individu, que les gros succès viennent aussi du fait que le marché local, le marché dans lequel opère la société quand elle est française, puisse être important localement. Donc dans mon cas, avec la santé, le marché américain c'est 50%, c'est pour ça qu'on est aux États-Unis, mais 50% du marché mondial. Donc c'est sûr que vous pouvez faire un énorme succès en France, de toute façon ça sera tout petit par rapport à l'obligation de mondialisation. Merci. Et Caroline, pour conclure. Écoutez, moi je partage évidemment tout ce qui a été dit. Mais moi j'ai envie de revenir sur deux ambitions que j'ai ou des vœux que je partage avec vous en tout cas, qui sont plutôt d'ordre générique d'ailleurs. C'est de se dire que, il faut qu'on garde notre agilité parce que ces tables rondes en témoignent bien. On a énormément d'acteurs, des gens compétents, chacun dans leur domaine, mais qui se coordonnent plutôt bien quand l'entrepreneur qui est celui qui a les clés va en tout cas communiquer avec chacun d'entre eux avec le maximum de transparence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il va falloir qu'on soit très agile à l'international parce que là, on l'évoquait sur les potentiels marchés de BioSerenity, mais c'est vrai moi, c'est un de mes critères de sélection, la dimension internationale des projets que j'accompagne. Et je pense que là, il va falloir qu'on soit offensif tous ensemble, y compris avec BPI d'ailleurs, pour reprendre et redémarrer très vite, en fait. Merci Caroline, il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous et de vous donner rendez-vous pour après le déjeuner avec une dernière table ronde sur quel acteur pour une banque centrale innovante qui s'annonce passionnant et puis les conclusions de Cédrico, le secrétaire d'État au numérique. Merci à toutes et tous. Et François Villeroy-de-Galhau, gouverneur de la Banque de France. Gouverneur. Bonne journée à toutes et tous et merci. Au revoir.